côté-là. Le problème du STIF à l'époque, c'est qu'on avait un ligament tellement épais que lorsque vous rentriez, la vis se déviait de toute façon. Par la grosseur du ligament, la vis avait tendance à vouloir se dévier naturellement. Donc là, on arrive beaucoup mieux à faire ça, et du coup, ce qui explique qu'on n'a eu aucune fracture sur l'ensemble des patients et des cadavres testés. Alors, quel schéma choisir, du coup? Quel schéma utiliser? On s'est basé sur notre collaboration avec AgroSup et avec Bastien Boin, notamment, qui nous a aidés à faire les tests en arrachement. Le but était d'obtenir des valeurs de résistance sur le ligament sain pour pouvoir ensuite les comparer aux valeurs des différents modes de fixation. Le test de traction sur le ligament natif a été fait jusqu'à l'arrachement, jusqu'au glissement, jusqu'à l'arrachement complet du ligament. On a fait aussi un test de traction sur la prothèse jusqu'à son glissement ou quelconque complication qui fait que de toute façon le ligament s'arrache. Et on a utilisé des schémas de fixation à deux vis plus une vis tibiale et deux vis plus une vis fémorale, et ensuite l'ensemble du montage. Ces résultats ont ensuite été comparés et analysés statistiquement. Le ligament natif a atteint la valeur de 800 newtons, et ce qui nous a permis après de comparer aux différents montages, et il se trouve que seul le montage à 4 vis nous paraît viable de ce côté-là. Les autres étaient éventuellement viables jusqu'à 250 newtons. Le problème, c'est que 250 newtons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que la valeur normale d'un chien qui marche. S'il fait un saut, s'il court, le ligament va glisser. Donc on ne peut pas se fier sur les montages à moins de 4 vis. Les résultats complémentaires qu'on a réussi à obtenir avec cette petite étude, c'est que le ligament natif et les vis, le schéma à 4 vis, ont toutes leurs valeurs au-dessus de 250 newtons. Ça veut dire que sur une utilisation normale, en tout cas, sans courir, le chien en tout cas ne pouvait pas faire glisser le ligament. Ensuite, on a appris aussi que la fixation sur 3 vis avait un glissement précoce, surtout en fémoral. Et donc, le point de faiblesse principal apparemment est surtout la fixation fémorale. Ensuite, lors des pertes de tension initiale, je m'entends par là, on a des petites pertes de tension sur le graphe qu'on peut produire grâce à la machine de Bastien, et qui nous permet de montrer qu'il y a des petites pertes avant même que ça dégringole complètement et qu'on ait un réel glissement. Ces pertes de tension ont moins lieu si jamais le ligament est en bonne position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut préconiser la mise en tension du ligament lors de la pose et lors de l'insertion de la vis d'interférence. Sinon, on peut effectivement avoir un petit jeu qui va être rattrapé lors de la mise en tension initiale, mais qui va du coup quand même faire perdre un petit peu de jeu. Donc voilà, ça c'est le schéma que l'on préconise aujourd'hui. C'est l'étude qui nous l'a donné. On n'a pas voulu ça, mais malheureusement, on est bien obligé de le constater. La vue d'ensemble du montage, donc ça c'est un peu gadget, mais ça fera plaisir à certains. Voilà, ça vous permet de voir les petites vis d'interférence, à la fois sur le fémur, mais aussi sur le tibia, avec, vous voyez là, cette vis-là perpendiculaire est tout à fait dans la pleine épaisseur du tibia. Ensuite, on a fait une étude clinique. Donc le but était d'avoir une dizaine de chiens de 15 à 85 kg. On a eu un consentement éclairé des propriétaires, mais en réalité, souvent les propriétaires venaient vers nous avec une demande spécifique on veut une technique alternative, je ne veux pas couper l'os de mon chien. Voilà. Alors même si on est très doués tous, je pense, pour essayer de faire comprendre aux gens que ça marche très très bien la TPLO ou la TTA, pardon, et que franchement il faut y aller, de temps en temps certains sont un peu réticents et ils ne veulent pas de ça. Donc on a eu quand même quelques cas grâce à ça, et s'il y avait un échec, on donnait une TPLO à picotant pour réparer ça. Et on avait 6 mois de recul minimum sur la chirurgie. Les résultats, le temps chirurgical moyen était quand même de 67 minutes,
malgré tout, de la peau à la peau, incluant l'arthrotomie. En comparaison, sur une dizaine de TPLO, j'avais plutôt une moyenne de 43 minutes, ce qui montre quand même qu'il y a quand même un différentiel sur la technique, mais j'ai envie de dire, tous ceux qui ont fait de la TPLO ont certainement mis peut-être 1h15, 1h20 lors de leur première TPLO, donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, ça va certainement s'améliorer. On n'a pas recensé de fractures. Pour info, moi j'avais fait une petite étude préliminaire sur le ligament stiff, et j'avais eu quand même 2 traits de refend sur le transcortex, sur 2 patients, quand même sur 20% des cas, ce qui n'était pas négligeable. Et voilà, tout ce que je vous ai expliqué concernant ce problème-là a été résolu depuis. On n'a pas eu d'infection, j'avais eu 1 cas en fait, d'infection sur stiff. Après, l'utilisation du ligament, j'ai envie de dire, n'est pas en cause. Je dis, il n'y a pas de cause à effet entre l'utilisation de l'un ou de l'autre, donc on n'est pas du tout à l'abri, nous, d'avoir aussi des infections. Donc gardez ça en tête, si vous travaillez avec du ligament synthétique, il faut travailler comme si vous posiez une prothèse blanche. Donc il faut faire le maximum pour que ça ne s'infecte pas, et pas de contact cutané s'il vous plaît. Ensuite, donc j'ai quand même 20% de glissement. Vous allez dire c'est énorme, et c'est effectivement beaucoup. Mais vous allez voir qu'il y a un petit truc qu'on a remarqué et qui nous rassure peut-être un petit peu. En comparaison, l'américain avait 80% de glissement sur la prothèse stiff de la génération précédente. Moi j'en avais 60% et avec TagoSup ils en avaient à peu près autant. Donc, sur les 20% dont je vous parlais, il y a un cas. Et ça, c'est après avoir discuté avec Thibaut Cachon, en fait, de l'école vétérinaire de Lyon, je me suis aperçu qu'effectivement, il avait raison, il fallait quand même vérifier la pente tibiale sur tous ces cas, et on s'est aperçu que les cas qui avaient glissé, c'était des cas qui avaient 28 degrés et 25 degrés de pente tibiale. Alors j'ai aussi eu des cas qui avaient plus de 25 degrés de pente qui n'avaient pas glissé, mais malgré tout, c'est quand même très intéressant. On peut peut-être se dire, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Et c'est probablement le cas, puisqu'il y a forcément plus de tension sur un ligament si la pente est plus importante. D'ailleurs, même en humaine, ils parlent des fois de faire des ostéotomies correctrices pour essayer de diminuer la pente lorsque la pente dépasse les 15 degrés. Donc il faut savoir que ça peut peut-être être intéressant de corriger ça. L'évaluation fonctionnelle à 2 mois est malheureusement subjective. Je n'avais pas de force plate ou de tapis de marche comme si on avait à l'époque, mais on avait quand même des évaluations tout à fait excellentes pour 60% des cas, bonnes pour 30% et moyenne pour un des cas, qui notamment c'est celui qui avait une pente à 28 degrés. Donc en conclusion, on peut dire que les résultats étaient bons. Si la pente était inférieure à 25 degrés, on n'avait pas recensé de glissement. Il n'empêche que ça nécessite plus de recul et plus de cas pour être certain que ces résultats sont vrais. Et donc, pour nous, on part quand même sur le principe qu'on a une nécessité, un devoir d'améliorer encore l'interface et l'interférence pour améliorer encore cela. On ne peut pas se permettre d'avoir ces 20%, même si on arrive à sélectionner. Donc l'évolution pour 2019, eh bien, peut-être faire des TPLO pour les chiens qui ont plus de 25% de pente tibiale, ou alors de coupler éventuellement la TPLO avec correction partielle, peut-être pas forcément une totale, et de l'intracapsulaire. Alors, on a un peu peur que ça fasse usine à gaz, qu'on prenne des risques un peu inutiles avec un implant orthopédique, avec une coupe en plus qui a été fait dans l'os. Si jamais on a une infection dans le ligament, eh bien, ça pourrait faire des sacrées catastrophes. Donc je ne suis pas tout à fait impatient de tester ça, mais c'est vrai que c'est une des hypothèses, même les Américains nous en parlaient. Voilà, c'est un des trucs qu'on peut peut-être envisager. Mais surtout, nous, on est parti en fait sur un nouveau système qu'on est en train de développer et de mettre au point, et qui sera une version entre guillemets 2.0, et que l'on pourra utiliser sous arthroscopie beaucoup plus facilement. Voilà un exemple de ce que l'on pourrait faire. Alors ça, c'est un cadavre, hein, c'est pas un patient. Ce que l'on pourrait faire avec une TPLO plus le ligament intracapsulaire. Voilà, alors, comme vous avez vu, on peut utiliser ça effectivement sur le ligament croisé, mais vous allez découvrir que en fait, c'est tout un panorama de pathologies qu'on va pouvoir traiter, et on va s'attaquer notamment à la luxation de hanche. J'avais eu l'idée avec Philippe Laboureau il y a très longtemps, je lui avais proposé une technique que j'avais effectuée sur
la luxation de hanche pour simplement remplacer ce que vous connaissez tous, le Tuggle pin. Hein, donc, avec notamment aujourd'hui Arthrex qui nous fournit des ligaments qui nous permettent de faire la même technique. Le problème, c'est que vous allez voir, il y a quand même quelques difficultés à cette technique. Donc l'anatomie, hein, vous la connaissez tous, mais il y a quand même un ligament rond. Donc finalement, un peu le même principe que sur un ligament croisé, il y a quand même un ligament, une capsule articulaire, un petit muscle qui vient couvrir la capsule, et puis un ligament acétabulaire transverse. Les techniques existantes, la prothèse capsulaire, éventuellement, la suture iliofémorale, hein, on fait passer un petit fil à ce niveau-là, une prothèse, et donc celle qui se rapproche le plus finalement, c'est l'intracapsulaire, la Tuggle pin, avec remplacement du ligament rond. Donc c'était effectivement une excellente idée qu'ils avaient eue, et notamment elle est décrite ici très bien par Pierre Mattei, où on utilise un forage à travers le grand trochanter sortant dans la fovea capitis, qui nous permet ensuite d'aller implanter un ligament derrière l'acétabulum et de faire ce schéma de fixation. Le problème, c'est qu'on avait quand même, dans les articles qui sont ici, on a quand même entre 6% de reluxation et 13% sur cette technique chirurgicale malgré tout. Hein, donc en cause peut-être la prothèse. Le Tuggle pin, à l'époque où ils utilisaient le Tuggle pin, le Tuggle rod homemade. Hein, donc ça, effectivement, c'était un problème, et certaines glissaient, ou il y avait des problèmes. Donc, d'où l'idée d'utiliser une technique qui finalement est assez intéressante aussi. Et donc j'ai proposé cette technique qui nous permet de faire une ligamentoplastie coxofémorale. On a étudié ça sur cadavre, sur scanner, puis on a fait une étude clinique. L'étude sur cadavre nous permet de voir la voie d'abord, la répétabilité du viseur, et au scanner de vérifier la bonne conduite du tunnel fémoral, la bonne position du tunnel acétabulaire et une réduction optimale de la hanche. L'étude sur cadavre montre une voie d'abord crânio-latérale de la hanche. En réalité, c'est la même que si vous voulez faire une ligature iliofémorale, une suture iliofémorale. Ce qu'il faut, c'est en fait faire une petite voie d'abord crâniale au grand droit, qui va nous permettre de récupérer la prothèse, et donc qui va nous permettre de faire passer la prothèse depuis l'acétabulum jusque sous l'ilium pour pouvoir la récupérer. On peut utiliser un élévateur de périoste courbe pour cela, et après on essaie de protéger le nerf obturateur avec une petite palette ou un guide, un récupérateur en fait de prothèse que l'on est en train de développer. La répétabilité du viseur était excellente sur scanner, et donc vous voyez ici des coupes scanner qui montrent que le tunnel est très bien positionné. Sur la grande majorité des cas qu'on a fait, c'était absolument parfait. On avait tous les chiens qui sortaient exactement dans la fovea capitis. De toute façon, on l'a vérifié sur cadavre, mais on a pu le confirmer évidemment aussi sur scanner. Et puis, on n'avait pas d'infarction de la corticale du col fémoral. Attention, c'est sur les patients que l'on a testés, qui étaient quand même de gabarit important, c'est-à-dire qu'on avait quand même du 15 kg minimum. Donc, quid des tout petits chiens. Donc là, je compte sur Victor pour me fournir des implants plus petits qui arriveront bientôt. L'étude sur cadavre, toujours, mais avec le tunnel acétabulaire, on a confirmé à nouveau la bonne position au scanner, et on a deux méthodologies pour pouvoir faire ce tunnel. Soit on le fait en direct, donc on rétracte un petit peu caudalement la tête fémorale, et on va faire un tunnel fémoral en direct, au bon endroit, en évitant bien sûr les facettes articulaires de la hanche qui sont principalement dorsales malgré tout. On a une autre méthodologie qui peut être faite. On peut utiliser le forage fémoral, donc qui passe dans le grand trochanter, avec le fémur, alors plus ou moins à 90 degrés. En fait, le but, c'est d'avoir une perceuse qui va essayer d'avoir un tunnel relativement vertical. Ne faites surtout pas l'erreur de croire que vous pouvez utiliser ce tunnel si le fémur est à plat. Vous allez aller forcément dans les facettes articulaires, hein, sur l'articulation et sur le cartilage. Donc il faut absolument
soulever le fémur pour avoir la bonne position de sortie qui est déterminée ici sur le scanner, sur cette position-là. Les risques identifiés de ce forage, eh bien, c'est une potentielle ovalisation du forage, effectivement, avec, pourquoi pas, une perte de tension de la prothèse à terme. Et aussi une rupture de la prothèse par frottement, puisque là, il n'y a pas de guide, il n'y a rien. En fait, la prothèse, effectivement, est en contact avec l'os. L'hypothèse que l'on a émise, c'est que la cicatrisation capsulaire est plus rapide, finalement, que l'apparition de cette ovalisation, et que la prothèse est suffisamment résistante au frottement. Pour le moment, cliniquement, disons que ces hypothèses nous donnent raison, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de complications de ce type-là, mais évidemment, il faudra avoir plus d'études pour le démontrer, et pour en être certain sur le long terme. La longueur du retour de l'ilium, parce qu'en fait, vous allez voir, cette technique chirurgicale ne va pas mettre d'implant à ce niveau-là. En réalité, on va faire un retour ilial pour mettre une vraie vis d'interférence sur ce ligament. Et donc on a veillé à essayer de minimaliser au maximum cette distance, donc on l'a mesurée, et pour éviter une laxité trop importante du ligament. On a vérifié cela au scanner, mesuré, et on a déduit que la meilleure position est en fait à peu près la même position que quand vous faites une suture iléo-fémorale, mais plus dans la masse de l'os pour être sûr de ne pas avoir de fracture, c'est très important, donc il faut se mettre suffisamment dorsal, et on va avoir donc une position crâniale à l'acétabulum, mais à peu près au niveau de l'insertion du grand droit. Le passage de la prothèse va se faire dans l'acétabulum, on repasse par ma petite voie d'abord sous l'ilium, attention au nerf obturateur, donc il faut quand même prendre des précautions. Après, il faut passer dans l'ilium et de l'autre côté, dans la tête fémorale. Le tunnel perpendiculaire dans le fémur est nécessaire. Pourquoi? Parce que on prendrait beaucoup de risques, je pense, à mettre une vis dans un col fémoral et dans une épiphyse en plus qui est beaucoup moins dense. Donc ce serait beaucoup de complications probablement. On a pris plutôt le parti d'aller mettre une vis à 90 degrés, soit dans cet axe, soit dans l'autre, mais le but c'est vraiment de ne pas prendre ce risque-là et d'être dans une plaine corticale de la diaphyse. Et là c'est vrai que la résistance à l'arrachement est largement supérieure. Voici une vue d'ensemble du montage, donc vous comprenez le principe, on passe à travers le grand trochanter, à travers l'acétabulum, on fait ce petit retour et le système est bloqué par une vis d'interférence. On va ensuite faire un petit retour de ce côté-là pour le bloquer à 90 degrés à nouveau dans le fémur. La cooptation articulaire de tous les patients testés, de tous les cadavres d'ailleurs testés, est absolument parfaite au scanner lorsqu'on a fait notre étude. Et vous voyez ici une petite vue d'ensemble, voilà, et comme ça vous comprenez mieux comment ça se passe. L'étude clinique qui a été faite date de 2016, on a commencé en 2016, et on a réussi à avoir 15 chiens depuis, de 15 à 45 kg, avec uniquement des luxations traumatiques de la hanche, un consentement éclairé bien sûr des propriétaires, une chirurgie de substitution à plus de temps en cas d'échec, et au minimum 6 mois de recul. Le résultat, c'est que dans ces patients-là, on avait 4 hanches qui, avec cette luxation de hanche traumatique, avaient une dysplasie sous-jacente. Donc 4 patients n'avaient pas des hanches parfaites. 2 patients avaient des hanches en bien pire état, ils avaient un quart de la tête scalpée par le frottement chronique sur l'ilium. Malheureusement, on a eu ces cas-là à 3 semaines et 4 semaines post-trauma. On a prévenu les gens que malheureusement c'est pas une bonne idée, que le problème c'est qu'on allait avoir de l'arthrose, etc. Mais non, ils ont tenu bon, ils ont voulu absolument prendre cette technique chirurgicale, ils ne voulaient pas faire des RST de colle et ils ne voulaient pas de prothèse de hanche pour des raisons de prix. Donc on a fait quand même ces cas-là. La fonctionnalité a été excellente et très précoce sur tous les cas qu'on a eus. On n'a pas eu de récidive, aucune récidive de luxation. Alors, encore une fois, il faut peut-être tester ça sur encore plus de chiens, comme d'habitude. De toute façon, on court après ça. On n'a pas eu d'infection à ce jour, mais attention, faites comme si vous faites une prothèse totale de hanche. Vous blindez tout ce que vous pouvez au niveau asepsie, c'est hyper important. On n'a pas eu d'arthrose
pour le moment à 6 mois particuliers, à part ceux qui étaient dysplasiques bien entendu, et cela encore nécessite plus de recul sur le long terme. Donc on essaiera de suivre ces patients sur le plus long terme pour voir si ça effectivement s'est confirmé. La conclusion, c'est qu'on n'a pas eu de récidive malgré certains chiens dysplasiques, qu'on n'a pas de conséquences à ce jour de ce fameux forage acétabulaire qui nous dérangeait un petit peu au début, et on a plus de cas d'études nécessaires pour arriver à démontrer que c'est vraiment une excellente technique. Cependant, même si la technique est excellente, on va simplifier encore la technique et on arrive avec une version 2.0 en 2019 qui sera tout à fait, je pense, très intéressante. Alors, petite surprise, je vais aussi vous parler maintenant de tout ce qui va être tendineux. Le ligament, c'est bien, mais finalement, vous allez voir que Novetech nous fournit ce ligament pour les tendons, et en réalité, c'est même une des meilleures utilisations que je trouve, entre autres, des autres cas. Donc, au niveau de l'anatomie, donc vous savez que c'est des chiens souvent qui ont eu un trauma, qui se sont rompus la corde du jarret, peut-être qu'ils se sont soulevés, le coup classique c'est qu'ils étaient sous un radiateur, des vieux radiateurs, et ils se sont relevés et clac, ça a cassé. Parfois, au revoir du coup. À bientôt. Donc du coup, on a effectivement des chiens peut-être qui sont blessés avec un barbelé, blessés à la chasse, et donc on a des ruptures tendineuses qui sont majeures. Le tendon d'Achille, c'est à la fois le gastrocnémien, le fléchisseur superficiel des doigts, mais aussi le biceps fémoral, entre autres. On a parfois des ruptures complètes, le chien étant complètement plantigrade, mais parfois on va avoir aussi des ruptures incomplètes avec juste le gastrocnémien et le fléchisseur superficiel des doigts qui est en réalité encore présent et qui va faire ce petit... Alors ça c'est issu du Tobias, hein, cette image, c'est pas de moi, mais elle est très belle avec une petite flexion des doigts et un port du tarse qui est quand même plus bas. Hein. Les techniques existantes, bien sûr, la suture de Kessler, la suture de poulet, hein, que vous connaissez aussi, pour suturer tout ça. On peut éventuellement rajouter des points simples tout autour, éventuellement pour canaliser encore mieux la repousse du tendon et la cicatrisation du tendon, hein, pour pas que ce soit exubérant autour de ça. Attention, évidemment, vous le savez, on ne peut pas se contenter de ça. Donc il faut absolument une stabilisation derrière, sinon ça loupe à tous les coups. On va avoir une déhiscence, c'est obligé. Donc une résine, pourquoi pas, ça marche bien, un fixateur externe, une vis calcanéotibiale ou même une plaque verrouillée calcanéotibiale. Il y a un de nos confrères italiens là, qui a montré un poster à l'ESVOT l'année dernière qui était tout à fait intéressant, où il utilisait des plaques verrouillées avec un bon succès et aucune complication. Le problème identifié de cette technique, de ces techniques, c'est quand même que souvent quand on part sur des immobilisations trop rigides, on va se retrouver avec une ankylose de l'articulation qui est quand même pas négligeable et avec un besoin souvent de physiothérapie, un besoin de temps aussi pour que le chien reprenne une activité normale. Et puis il n'y a pas que ça. Dans certains cas, malheureusement, la chronicité de l'affection, le gap trop important, la contraction musculaire fabuleuse qu'il peut y avoir au bout de 3-4 semaines, voire même 2 mois, quand on les amène à 2 mois, eh bien, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que faire la technique habituelle, ça devient un vrai calvaire. Il faut avoir une imagination, on peut, mais ça devient compliqué. Donc, on peut avoir aussi des problèmes d'arrachement de l'anthèse ou des fractures de l'anthèse du calca qui peut nous poser aussi énormément de soucis. On ne peut pas faire des sutures tendineuses, du coup, on va devoir réinsérer le tendon sur l'os. Hein. C'est là où cette technique, qui a été développée par Morton au départ, est tout à fait intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle va justement permettre de réinsérer dans l'os ce ligament. Et donc de pallier, grâce à ce ligament qui sera connecté à cette vis, à ce problème de gap. Le problème, c'est que, vous avez vu ici, hein, il y a un forage qui est borgne. Qui ne sort pas, en fait. Donc ils ont fait un forage borgne dans le calcanéum. Du coup, ça, c'est quand même un problème. Hein. On a un problème d'abord pour l'insertion de la prothèse. On a du mal à la mettre dedans. En plus, ils utilisaient l'ancienne technique, donc la technique Stiff, avec un ligament d'énorme diamètre.
Et en plus, pour moi, c'est un non-sens de praticité parce qu'on n'avait pas la possibilité de mettre le ligament en tension après l'avoir connecté au ligament. C'est-à-dire qu'on était obligé, et c'est ce qu'ils marquent d'ailleurs dans leur article, si jamais ils avaient un problème de tension et qu'ils n'étaient pas satisfaits, au lieu d'aller retirer la vis et de la remettre, et du coup de prendre le risque éventuellement de léser la prothèse, parce que insérer 2 fois le ligament avec la prothèse, ça lèse la prothèse, ils désinséraient tous les petits points qu'ils avaient faits et recommençaient. Donc ça, pour moi, c'est pas acceptable. D'autre part, le forage avec l'ancienne technique était trop important, avec des risques de fracture de ce calcaire pour moi, et aussi, on ne pouvait pas l'appliquer sur tous les gabarits. La version que je préconise, en fait, que j'ai proposée, en réalité, c'est une version où je peux faire un tunnel sortant, qui va nous permettre d'éviter justement ce problème, notamment de mise en tension. Donc on fait un tunnel sortant vers l'anthèse, et on sort caudalement, en fait ventralement au calcanéum, et ensuite on fait, comme toujours maintenant, le petit forage perpendiculaire qui va nous permettre de verrouiller la prothèse de manière indirecte. Vous voyez ici la reconstruction des tendons, on voit bien que grâce à cette reconstruction, on avait remis le tendon tout à fait à sa place, et le petit ligament qu'on aperçoit ici qui revient sur le retour. La variante aussi comporte la façon dont on insère le ligament. Je préconise en fait de faire une petite incision du ligament de 50% de son diamètre, et ensuite on va fermer, en fait prendre en sandwich le ligament synthétique dans le tendon, comme vous le voyez ici, qu'on va suturer avec du polypropylène 0 en point simple, à différents endroits. Donc vous allez en faire plusieurs, bien entendu, il faut que ça tienne quand même. Ensuite, vous allez voir le forage sortant, ici, qui a été fait là. Alors, on peut dire comme objection, ah oui, mais attendez, vous n'êtes pas du tout à l'anthèse ici, vous êtes là, mais en réalité, il faut savoir que le ligament, quand vous regardez bien, il coulisse sur toute cette partie-là, et en réalité, il est en contact sur toute cette partie-là. Donc en réalité, l'insérer ici ou l'insérer là, ça n'a pas d'incidence biomécanique. Donc, vous voyez ici sur patient. Et puis le forage perpendiculaire, qui nous permet de mieux résister à l'arrachement à nouveau, et qui nous permet surtout de tendre la prothèse. Donc là, vous voyez que la prothèse est passée dans le forage, et ensuite, ça nous permet de tendre à notre guise le ligament jusqu'à la bonne tension. Donc ce retour perpendiculaire est très important, hein, pour moi, et cela se fait bien sûr après la mise en tension. Donc on va